L'invité du jour est très connu des spectateurs de TV Liberté. Il s'agit de Piero San Giorgio qui nous présente son livre « Gros, survivre à la malbouffe » qui paraît évidemment aux éditions Culture et Racine. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour et merci de votre invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors vous êtes survivaliste aguerri, vous êtes un peu le pape du survivalisme d'Europe occidentale. Vous êtes un précurseur en France, en Suisse de ces questions. Et cette fois-ci, vous avez une approche qui porte sur la question alimentaire. Donc, comme l'indique votre livre, Survivre à la malbouffe. Alors, c'est un ouvrage pour présenter aux téléspectateurs qui fait un peu plus de 400 pages, qui est très ludique parce qu'on passe de témoignages à des entretiens avec des spécialistes, avec des personnalités, ce qui peuvent être soit des médecins, soit on a une actrice qui parle dedans, on a des sportifs et également des considérations un peu plus scientifiques et historiques. Alors c'est un livre qui commence avec des considérations en revanche qui sont autobiographiques et qui sont un peu votre parcours. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours? Est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors bien sûr, quand on prend conscience de l'importance de la nutrition, mais aussi du mouvement, du sport, de l'activité physique, on est obligé de prendre pour premier référentiel soi-même. Et ça fait maintenant 20 ans que je me prépare à des temps difficiles qui arrivent. On se souvient, en 2011, je sors mon premier livre, un grand best-seller, Survivre à l'effondrement économique. Et un de mes amis, après avoir lu et même après avoir vendu ce qu'il avait et bougé à la campagne pour changer un petit peu de vie, me dit « Piero, c'est super ce que tu fais, merci beaucoup, mais je vais être très franc avec toi. Avant qu'il y ait un effondrement économique, avant la guerre civile, tu risques de mourir de crise cardiaque parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as quand même un sacré embonpoint et c'est vrai qu'avec le stress, la vie, 4 enfants, etc., moi je gère le stress par la nourriture, par la bonne nourriture, mais quand même trop de nourriture. Et alors bien sûr, il y a un historique familial qui fait qu'on en arrive là, mais il y a aussi l'industrie alimentaire qui est prompte à nous donner beaucoup trop, notamment de calories, de sucre, de nourriture, dès qu'on a la moindre envie. Et puis la publicité nous crée cette envie constamment dans le monde moderne. On n'a jamais été autant entouré de stimulation olfactive, gustative, et on a du sucre partout, et donc on commence à devenir des drogués à la nourriture, à la malbouffe, comme on le dit en France, et donc j'ai commencé à ce travail, donc il y a déjà plus de 15 ans, à essayer de me remettre en forme, et en acceptant, alors ça a été dur, d'abord on est dans le déni, alors je suis allé voir mon médecin, qui m'a réconforté dans mon déni, et d'ailleurs avec justesse, en me disant, mais oui, vous avez du surpoids, mais regardez, vous faites du sport, et c'est vrai, je faisais, et je fais toujours, beaucoup de sport. Vous avez, alors je ne parle pas trop de termes techniques dans ces livres, parce que je ne veux pas ennuyer le lecteur avec les triglycérides, les adipocytes, et tous ces termes barbares, qui sont des termes de médecine, pourtant, avec le cholestérol LDL, etc. Et qui me dit, regardez, vous avez un cœur qui est bien plus jeune que votre âge, vous avez une endurance avec des tests de respiration sous effort, qui sont dans les 2, 3, 4% de la population, vous êtes super bien, alors oui, faites un peu attention avec ça. Alors on est dans le délai, mais tout va bien, et on continue dans les mauvaises expériences. Et malgré tout, j'ai fait des tests, j'ai essayé, donc j'ai fait une enquête, donc ce livre est une sorte d'enquête, de parcours pour reprendre une sorte dans cette jungle de l'alimentaire et de la malbouffe, de retrouver à tâtonnement et par des tests, pas du tout avec une méthode scientifique malheureusement, avec des régimes, je les ai tous faits pratiquement, certains qui fonctionnent très bien, d'autres qui sont des échecs énormes, et on reprend peut-être du poids, etc. Alors, heureusement, et d'ailleurs on le voit depuis cette photo qui date d'il n'y a pas si longtemps, j'ai quand même bien perdu et j'ai encore du boulot à faire, mais à la limite, mon cas personnel n'a pas d'importance. C'est un point de départ dans ce livre. La réalité, c'est que nous devons réfléchir, nous devons trouver les pistes de réflexion qui vont nous permettre d'adapter dans ce fatras d'informations qui disent tout et leur contraire, dans ces quantités de nutritionnistes, de médecins qui nous disent, et probablement avec une bonne intention, faites ceci, ne faites pas cela, etc. Mais on n'arrive pas à les suivre dans la durée. Vous dites quand même qu'il y a des régimes qui ne marchent pas et d'autres qui marchent.
Lesquels, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous évoquer Alors, quelques essais que vous avez fait? Alors le paradoxe, c'est que ce qui peut fonctionner pour vous pourra ne pas fonctionner pour moi et inversement. Et chaque personne qui nous écoute ou qui nous regarde aujourd'hui aura sans doute essayé de perdre quelques kilos avant la plage, etc. Et puis les a repris. Ou parfois, même le stress de faire un régime fait qu'on va grignoter encore plus et manger plus. Moi, j'ai vécu ça aussi. Quand mes premiers livres sortaient, je me suis dit, bon, on va essayer de se remettre en forme. Alors oui, on fait plein de sport, 2-3 heures de gym tous les jours pour se remettre bien. Alors oui, on bâtit de la masse musculaire, on bâtit de l'endurance. Mais sous stress, moi, ma réaction, c'est de manger. Donc, parce que dans mon enfance, quand j'étais stressé ou contrarié, ma mère, elle me préparait des bons petits plats excellents, délicieux. Et donc, j'ai une programmation à ça. Et me déprogrammer a été très long et très difficile. Aujourd'hui, j'y arrive à même faire des jeûnes assez longs, sur 10, 20 jours, et en faisant du sport et en restant en forme pendant cette période de détoxication et de remise à plat de mes goûts et de mes besoins alimentaires, et de recommencer beaucoup plus sainement. Je la fais en général à l'automne, alors que l'été, il faut quand même se faire plaisir. Je produis ma nourriture en partie dans ma ferme, donc forcément j'ai des bons légumes d'été, des fruits d'automne, etc., qui arrivent maintenant. Je fais 50 kilos de pommes, donc là les compotes, etc., m'ont fait du mal, mais c'est du mal sain. Jeu de mots. Mauvais jeu de mots, oui. Parce que on doit manger local, on doit manger de saison. On doit manger si possible bio, en connaissant les fruits, les légumes, les viandes du producteur éventuel ou qu'on produit soi-même, pour garantir la quantité de micronutriments nécessaires qui vont nous rassasier, d'être aussi dans un équilibre qui fait qu'on ne va pas ni perdre trop de poids, ni en gagner trop, et jouer avec notre génétique qui est très particulière, qui est différente des uns des autres. On a des morphotypes différents, et de trouver finalement chacun d'entre nous ce qui fonctionne. Donc à la question qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, je peux vous dire ce qui marche très mal chez moi, c'est le sucre, les pâtes, le riz, le lait je déteste ça, mais bref, tous ces éléments qui augmentent en fait le pic glycémique et donc cette faim qui va avoir lieu 2-3 heures après, pour moi ça marche pas. Si je fais ça, je grossis. Dès que je mange moins, dès que j'évite ces aliments-là, personnellement, je perds du poids et j'ai la chance d'avoir une fiancée qui fait 50 kilos et qui est absolument convaincue qu'elle doit revenir à son poids de jeune fille de 48 et qui me met à son propre régime alimentaire. Donc j'ai des petits plats comme ça et quand j'ai ça, effectivement, quand je mange peu, je perds du poids. Alors vous allez me dire, c'est une évidence. Et oui, c'est une évidence. C'est-à-dire que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en réalité, est assez simple. Mais dans le monde moderne, avec ces produits chimiques, ces addictifs, ces éléments qui sont créés par l'industrie pour nous rendre totalement accros à cette nourriture, la pizza de supermarché, les biscuits, les produits transformés, c'est très très difficile de faire ces choses simples qui fonctionnent. Et donc on doit travailler par nous-mêmes. C'est pour ça qu'à un moment, dans un sous-titre d'un chapitre, vous dites dégager le sucre et dégager le lait. Et vous revenez justement sur le problème du sucre, ou en tout cas le sucre tel qu'on le consomme. Est-ce que vous pouvez un peu développer justement cet élément ? Alors l'omniprésence de ces aliments, elle est essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que pendant très très longtemps, et en plus si on ajoute les périodes où nous étions des chasseurs-cueilleurs pendant des centaines de milliers d'années, nous n'avions pas toujours accès à de l'abondance de nourriture et certainement pas à des aliments comme le sucre qui est très rare dans la nature, éventuellement sous forme de miel, mais c'est très rare. Et donc nous avons une appétence pour ce produit, pour cet aliment qui est effectivement source d'énergie, qui est précieuse pour nous. Donc on a cette envie de sucre. Et en plus, on a cette propension à prendre du poids, puisque c'est un garant de survie. Lorsqu'on trouve un troupeau de mammouths et qu'on le massacre, je plaisante, quand on tue un mammouth pendant nos ancêtres, eh bien, mangeaient beaucoup pendant quelques jours, et ensuite peut-être passaient sur plusieurs autres jours où ils mangeaient très peu. Et donc prendre du poids rapidement est un gage de survie. Dans notre monde actuel, après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu nourrir les populations le plus vite possible, et donc le sucre a commencé à être très présent
et même distribué gratuitement. Le lait a été poussé parce que c'est extrêmement calorique, mais le lait comporte des hormones de croissance des vaches qui font passer le veau de quelques kilos à la naissance à presque une tonne à l'âge adulte en 9 mois, 6 mois. Ça va très très vite pour qu'un veau devienne adulte. Et donc, c'est pas adapté à l'homme. Alors, les fromages ou les yaourts, ça peut passer, mais en faible quantité. Et il ne faut surtout pas se priver de l'immense culture culinaire que nous avons en Europe et particulièrement en France, avec par exemple justement les fromages. Mais mollo, comme on dit, doucement. Les céréales aussi sont un problème. C'est en réalité du sucre. En plus, les céréales d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles que nous avons pu avoir les 10 000 dernières années. Ce sont lorsqu'elles ne sont pas OGM, elles ont été sélectionnées pour une forte présence de gluten qui rendent la pâte plus malléable, plus facile à fabriquer. Et puis aussi, dans la manière dont elles sont récoltées. Alors, aux États-Unis, par exemple, alors certains des spécialistes que j'ai interviewés nous en parlent, on utilise des pesticides et des herbicides, non pas pour enlever les mauvaises herbes, comme on pourrait le croire, non, c'est pour tuer la céréale, pour qu'elle soit plus facile à sécher et à récolter, et donc moins chère à produire. Donc les céréales du petit déjeuner à l'américaine, elles sont remplies de pesticides et d'herbicides que l'on va ingérer, et donc en plus c'est un facteur d'empoisonnement dans cette nourriture moderne. Et donc ce n'est pas que l'aspect, évidemment, quand on appelle avec humour, j'espère, un livre gros survivre à la malbouffe, il n'y a pas que l'aspect esthétique ou santé. Bien sûr, il est très important, surtout l'aspect santé et longévité en bonne santé. Mais il y a, et qui est donc nécessaire à la survie, puisque pour moi ça compte, le fait de bien vivre et de survivre. Mais il y a aussi un aspect d'éviter l'empoisonnement de cette malbouffe, de la nourriture moderne. Et par extension, du monde moderne qui nous stresse, qui donc nous donne envie de trop manger, qui nous fait peur. Et quand on a peur, on a du stress, et c'est du cortisol, et ça inhibe la sensation de satiété, et ça nous donne envie de manger plus, parce que manger nous calme. Justement, cette critique du monde moderne que vous esquissez là, plus généralement, on dit qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de phénomènes d'obésité, notamment dans les sociétés occidentales, mais pas uniquement, puisque vous évoquez aussi la question du Pacifique, où il y a le plus haut taux d'obésité. On pourrait citer aussi les pays du Golfe, où il y a énormément d'obésité. C'est paradoxal, puisqu'on est dans une société hyper nombriliste, hyper individualiste, et à côté de ça, les gens se laissent de plus en plus aller, ou en tout cas, on a l'impression qu'ils se laissent de plus en plus aller. Comment vous expliquez ça ? C'est vrai qu'on est passé d'un monde où, pendant des siècles, des millénaires, les pauvres crevaient la dalle ou avaient vraiment des problèmes de famine par moment dans l'année. Et seuls quelques riches étaient très, très, très gros, ou éventuellement obèses, encore que j'imagine que ce qui était considéré gros à l'époque, un roi, Charles le Gros, c'était probablement quelqu'un qui avait ma corpulence et à peine plus. Alors que ou Henri VIII en Angleterre, qui était considéré gros, en fait il n'a pas l'air si gros que ça dans les peintures. En revanche, aujourd'hui c'est l'inverse. Ce sont les personnes aisées qui sont capables de trouver le temps pour faire du sport, de soigner leur alimentation, d'avoir des coachs éventuellement, des conseils, être suivis par des nutritionnistes, etc. Alors que ce sont les classes les plus pauvres qui mangent n'importe comment, soi-disant parce que c'est moins cher, mais leur mauvaise santé coûte en réalité très très cher à la santé publique qui n'en peut plus. Vous mentionnez effectivement le taux d'obésité qui est de 40-45% aux États-Unis, 60% en Arabie Saoudite, et donc qui touche toutes les ethnies, toutes les régions géographiques aujourd'hui du monde, que ce soit en Afrique, en Asie. On a le même phénomène dès que la nourriture et le mode de vie moderne arrive, ça explose au niveau des kilos et de la surcharge pondérale, comme on dit. Et puis, il y a puis bien sûr, le stress qui va avec la vie moderne. Mais il y a aussi, j'ai perdu le fil de ma pensée, la question était sur le monde moderne qui est un peu paradoxal entre des obèses qui sont finalement... Oui, et dans les maladies, il y a 1/8 des gens qui a un diabète, avec des considérations gravissimes sur notre qualité de vie, parce que quand on commence à ne plus pouvoir bouger, on nous ampute des membres, ça commence à être lourd, sans parler des accidents cardiovasculaires, de l'hypertension et toutes sortes de problèmes qui s'accumulent dus à les métaux lourds qui nous imposent aussi les amalgames dentaires qui ont un effet sur nous.
tout cela nécessite d'être réfléchi. C'est pour ça qu'on ne peut pas, et je n'ai pas voulu donner une liste de recettes, une liste de marches à suivre précise, parce que de toute façon, quand bien même elle marcherait, et elle ne marche pas forcément pour tous, pour des raisons de différence génétique, de différence de mode de vie, etc., les gens ne la suivent pas après. Il faut être convaincu que ça fonctionne, et pour ça, il vaut mieux faire avoir un processus de réflexion qui peut prendre du temps. Et ce livre est un pied à l'étrier à ce processus pour les lecteurs, je crois. Et ensuite, trouver par tâtonnement, par test, en notant d'abord certains aliments qui sont peut-être néfastes pour nous, voir comment ça se passe, et ensuite ajoutant les doses à juste niveau pour nous, pour travailler. Moi, je trouve que la technique de commencer par des jeunes est le moyen de se sevrer de mauvaises habitudes. Alors, on peut commencer par des jeûnes courts, 3 à 5 jours, puis peut-être un peu plus longs, pour vraiment casser nos habitudes et ensuite les reprendre progressivement à chaque jeûne avec des modifications qui vont être, on l'espère, bénéfiques, et en notant ce qu'on sait être mauvais. Et petit à petit, par tâtonnement, je crois qu'on y arrive mieux. Et c'est pas mon idée, hein, c'est ce que disent certains des spécialistes que j'ai interviewés. On arrive à être plus rassuré et plus en maîtrise de ce que l'on fait, de ce qu'on mange et de comment on bouge. Donc avec l'expérience, et justement l'expérience, c'est ce qu'on voit dans cet ouvrage, c'est sur le temps long, parce que l'ouvrage, je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour l'écrire, mais il y a des témoignages qui commencent à dater un peu. C'est-à-dire que vous expliquez que vous avez fait même un peu le yo-yo Oui. en termes de poids, et que vous avez essayé plein de choses. Vous avez mis combien de temps? C'est une quinzaine d'années de travail. Je voulais le sortir il y a déjà pas mal d'années, puis finalement je n'étais pas satisfait. Je l'ai mis en pause. J'ai testé d'autres choses. Vous avez raison de mentionner certaines entrevues sont assez anciennes et heureusement, car par exemple un Lorraine Corden qui est le personnage aux États-Unis, ce médecin qui a inventé cette idée de nourriture paléo, donc qui allait chercher comment se nourrissaient nos ancêtres il y a très longtemps. Non pas pour appliquer exactement leur mode de pensée, parce que c'est difficile de trouver un mammouth de nos jours, ou même une gazelle avec une viande très maigre, on n'a pas accès à ça. Donc il faut quand même l'adapter à ce qui est disponible. Mais ce monsieur qui est brillant, qui a vraiment travaillé là-dessus, eh bien malheureusement, si à l'époque il m'a accordé une interview, aujourd'hui c'est plus possible, parce qu'il a un Alzheimer. Donc comme quoi ça arrive même aux meilleurs, et il va bientôt décéder, et donc il n'est plus disponible. Et alors, votre préfacier, c'est Frédéric Delavier, et lui, il revient aussi sur la genèse de ce qu'on appelle les gros, et il explique qu'il est bien utile d'être gros quand même dans certaines situations, mais c'est là toute la question qu'on peut se poser, parce que vous, le cœur de votre travail, c'est le survivalisme, et est-ce qu'il vaut mieux être en léger surpoids, est-ce qu'il faut être un chat maigre, comme on le préconise dans l'armée française, parce qu'on voit que dans l'armée américaine, ce sont des gros costauds, mais sur le terrain, c'est pas toujours aussi efficace qu'avec des hommes plus mobiles qu'il peut y avoir dans d'autres armées. Quel est le poids idéal de survie face aux risques les plus importants qui existent dans nos sociétés occidentales? L'idéal est de pouvoir être fonctionnel. Après, peu importe, parce que le poids varie en fonction de votre taille, de votre sexe, de votre mode de vie aussi. Il y a des gens qui me disent « mais moi je ne pourrais jamais faire de jeûne parce que je travaille sur un chantier ». Je dis « ok, on va discuter, peut-être que tu peux y arriver ». Mais est-ce qu'on est capable de marcher longtemps? Est-ce qu'on est capable de courir un petit peu? Est-ce qu'on est capable de lancer, de monter son propre poids? Pourquoi pas même de nager? Est-ce qu'on est capable de se hisser au-dessus d'un mur? Est-ce qu'on peut soulever son corps en se hissant? Tout ça, ce sont les vraies réponses. Enfin, la réponse à la question est, est-ce qu'on est capable de faire cela? Parce qu'au fond, moi, je peux faire des tractions. Je peux en faire 10, 15, je peux faire 30, 40, 50 pompes. Mais je suis encore en surpoids. Donc, est-ce que ça va? Alors, d'un point de vue de survie, ça va. Mais d'un point de vue de santé, là, ça se discute. Parce que je vieillis, j'ai aujourd'hui 54 ans. Donc, il y a 15 ans, quand mon médecin me disait « tout va bien », et il me le dit encore. Elle me le dit encore. Mais moi, je sais très bien que ça ne va pas durer. Et puis qu'avec l'âge, notre métabolisme change. Et puis peut-être que dans 10 ans, on perd de la masse musculaire avec l'âge. Et donc, on perd de la masse musculaire, mais on ne perd pas le gras. Donc à ce moment-là, je dois me reprendre en main. Et j'ai commencé donc, il y a 15 ans avec des hauts, des bas, le yo-yo. J'ai les photos pour le prouver. Et donc, ce travail est un travail permanent. Et je le conclus d'ailleurs le livre en expliquant qu'au fond, on se prépare pour le combat. Pas seulement le combat physique ou éventuel face à des hordes de sauvages dans nos villes ou autres, mais il y a aussi un combat pour la santé, pour le quotidien, pour vivre, et pas seulement survivre.
Et j'espère que ce livre apporte au lecteur ces pistes de réflexion, comme je dis, ces pieds à l'étrier pour vraiment se convaincre profondément. Parce que sans ça, on ne change pas nos habitudes. Et nos habitudes, nous ne les décidons pas. A priori, c'est l'industrie alimentaire, c'est le monde stressant qui va nous les imposer. Ils sont plus forts que nous, ils dépensent des milliards de dollars pour choisir ce point de perfection du goût, en tout cas d'un point de vue gustatif, qui va faire qu'on va revenir à constamment consommer des saletés, votre chips, vos frites, vos machins, qui, lorsqu'on est en bonne forme et qu'on va bien, peuvent se consommer une fois de temps en temps, bien sûr. Mais moi, dans mon cas, ça devient, j'ai des témoins, je dois les fuir absolument parce que je sais que j'ai tendance à revenir à des mauvais comportements. Et donc, je dois faire très attention. Je me souviens, dans ma carrière précédente, d'avoir vendu des logiciels à Nestlé, par exemple, en Suisse. Et lorsqu'on va visiter leur centre de recherche pour l'alimentaire, qui est pas loin de Vevey, en Suisse, on voit à quel point ils testent plus de goût de ceci, plus de gras, plus de sel, plus de sucre ou moins, pour arriver à cet élément, à ce moment, à ce point où tel produit va être absolument considéré comme délicieux par la grande majorité des gens. Alors si on n'est pas habitué à ce produit, on le trouvera bizarre. Mais si on s'y habitue petit à petit depuis l'enfance à manger des cannellonis surgelés ou les poissons en bâtonnets frits, etc., qu'ils savent faire, eh bien, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est vachement bon. Ouais, mais votre cœur, votre foie surtout, votre pancréas, etc., les reins et tout, et puis à la fin, la surcharge, ils vont pas être du même avis, mais c'est vous qui décidez sous l'influence de l'industrie. Et donc, il faut changer ce processus. C'est pas facile, ça demande du travail, et j'espère trouver le moyen par ce livre d'abord de susciter la curiosité et puis le démarrage d'un changement pour une meilleure santé qui va nous permettre de survivre parce que c'est important quand même. Bah alors concomitamment à la sortie de ce livre, vous avez le tome 2 de Peur, Survivre à la peur. Donc il y a un tome 1 qu'on avait présenté déjà ici à TV Liberté, oui, qui cette fois-ci est préfacé par Éric Werner. Donc la peur, la malbouffe, vous avez écrit un roman sur votre grand-père, vous avez écrit votre premier ouvrage qui est un best-seller. Quels sont les projets qui vont suivre? Alors, vous avez votre propre chaîne YouTube également. Oui, c'est vrai. J'essaye En fait, ce livre j'ai arrêté Gros dans son écriture il y a 9 ans, à un moment, pour aller sur la peur. Parce que je me suis rendu compte que nous avons aussi un monde qui nous fait peur, qui nous crée des peurs volontairement, les États, la guerre, le Covid, les vaccins. Les médias aussi. Sans arrêt, les médias. J'ai un chapitre sur arrêter la télévision, enfin, comment jeter notre télévision. C'est métaphorique, mais ça compte. Et donc j'ai dû faire un pas en arrière et un peu de côté pour écrire ce livre sur la peur en 2 volumes, parce que c'est beaucoup de matière, il y a beaucoup d'éléments importants, parce que nous devons gérer nos émotions, notamment la peur, qui nous crée du stress et qui va nous faire manger, notamment, qui va aussi nous causer des comportements de soumission face à l'État, par exemple, ou des corporations, enfin des entreprises internationales ou autres. Et donc, à l'avenir, j'aimerais compléter ce travail qui est lié avec cette gestion de la peur par 2 ou 3 autres livres qui vont être une continuation, non pas sur la malbouffe, mais sur peut-être des attitudes de la vie de tous les jours qu'il vaut mieux avoir pour bien vivre et surmonter ce monde moderne qui nous exploite. Et puis ensuite sur peut-être l'aspect famille, amour, sexualité, parce que ce sont aussi des éléments importants et que si nous n'avons pas des enfants dans des familles équilibrées, ça sert à quoi de survivre? Parce qu'on va passer le bâton de notre civilisation, en tout cas les bonnes parties de notre civilisation, à la génération suivante. J'ai 4 enfants, comment on va il faut déjà les faire, et donc il faut trouver une compagne avec qui les faire, et comment on la trouve, et comment on va faire en sorte que ça fonctionne bien, avec la gestion des émotions qui ne sont pas que de la peur, mais la peur fait partie de l'amour, hein, c'est lié. Mais bref, je ne vais pas trop en dire, mais c'est mes projets futurs. Ce sera plus romantique, alors. Oui. Alors, je répète, Piero San Giorgio, chez Culture et Racines, Gros et Survivre à la peur. À très bientôt, vous viendrez nous raconter votre Avec grand plaisir. Ouvrage, donc beaucoup plus à l'eau de rose, apparemment, que les précédents.